Bonjour, j'imagine que la salle va se remplir petit à petit, mais si ce n'est pas le cas, ça permettra d'avoir quelque chose un peu plus interactif. Donc je suis Nicolas Rigaud, je suis CPO chez Ease Robotics. C'est une startup qui fait de la robotique, j'en reparlerai un peu plus tard. J'imagine que si vous êtes venu, c'est plus pour le titre du talk que pour moi, qu'a priori vous ne connaissez pas. Donc j'en prends absolument pas offense, mais c'est le point de départ. Ça ne va pas être nécessairement au départ aussi interactif que le talk précédent avec la SNCF, mais moi ça fait un peu plus de 6 ans maintenant que je suis dans la robotique et l'intelligence artificielle, majoritairement la robotique, et il y avait un certain nombre de pensées, d'éléments que j'avais envie de partager. Le premier élément, c'était juste de vous dire, voilà, si je vous demande de penser à un robot, chacun dans votre coin, et que j'essaye de mon côté de me concentrer pour deviner ce à quoi vous êtes en train de penser, quand je dis le mot robot, il y a de fortes chances que je me plante pas trop en disant que vous avez pensé à quelque chose comme ça. Ça, c'est le dessin d'un enfant de 6 ans qui a dessiné sur le terme robot, mais a priori, c'est un peu la même chose que vous avez dû imaginer dans votre tête au terme robot, c'est-à-dire une machine sur laquelle il y avait potentiellement une tête, des bras et des jambes. C'est d'une manière générale, quand on parle d'un robot, la première idée qui arrive dans la tête de tout le monde. C'est quelque chose qui est extrêmement classique. Pour autant, c'est plutôt un humanoïde dans les faits. Un robot, ça ne répond pas exclusivement à ce type de définition. Quand on le regarde même sur Wikipédia, Wikipédia a tendance à bien souligner le fait que l'aspect physique a absolument aucun impact sur est-ce que c'est un robot ou pas un robot. Un robot, c'est une machine qui est capable de prendre des décisions de manière autonome et de les appliquer. Donc du coup, pourquoi, quand on dit robot, on continue à penser à un corps humain alors que ce n'est pas nécessairement le besoin aujourd'hui de développer une enveloppe, une apparence humaine pour créer un robot? Et du coup, quand on commence à y réfléchir, d'où vient l'idée de robot? C'est un fantasme qui est quand même relativement vieux, avant tout, qui était le fantasme de la créature artificielle. C'est-à-dire qu'on partait de l'idée que Dieu nous avait créés à son image, et donc si on était en mesure de créer à notre tour une créature artificielle, idéalement à notre image et à laquelle on donnait vie, on pouvait récupérer le statut de Dieu de notre côté pour cette machine. Donc c'est un fantasme qui est extrêmement vieux à ce niveau-là, et qu'on commence à retrouver par exemple, dans la mythologie juive, autour de la figure du golem. Le golem, c'est la créature artificielle faite à partir de glaise et à laquelle on insuffle la vie. Donc on voit que là, il y a déjà une logique, et qu'on retrouve aussi en philosophie, qui est de dire un être vivant, c'est à la fois un corps et un esprit. Et on voit bien que finalement, la partie la plus difficile à remplir de l'équation, c'est la partie esprit. Parce qu'arriver à faire le corps, dans la glaise, on imagine que c'est facile à faire. Et reproduire l'apparence humaine, c'est quelque chose qu'on peut faire avec différents types de matériaux. Le challenge se situe vraiment au niveau de l'esprit. Ça, c'est sur le côté un peu mythologique. Sur la partie un peu plus technique, on a une approche un peu différente au départ par rapport à ce que permettait la technique de ce qu'est la vie. Et du coup, on va dire que la vie, c'est majoritairement un corps qui est capable de mouvement. Ça va être la première approche. Le corps, on y arrivait, par exemple en sculpture. Là, on rentre dans la logique où, en fait, le corps va pouvoir bouger. Je suis en train de chercher le terme pour ce type de machine qui m'échappe. Mais on a un mouvement qui est relativement limité. Ça fournit une impression de vie sur une durée de temps limitée, mais on voit vite la limite. C'est vraiment juste une imitation, mais il n'y a pas de vie propre. Techniquement, tant qu'on n'avait que la mécanique à disposition, ça a été pour autant ce qui se rapprochait le plus de l'illusion de la vie qu'on était en mesure de créer. On a dépassé ensuite ce stade pour arriver dans le XXe siècle, et le XXe siècle, c'est surtout au niveau artistique que les choses ont poussé autour de ce concept de robot. On commence à retrouver donc un personnage comme Maria dans Metropolis en 27. On voit bien que c'est une machine, mais qui a l'ambition d'avoir un design qui est toujours un design qui ressemble à un corps humain. La robotique, côté artistique, est restée un sujet important avec les lois de la robotique en 1941 d'Asimov. Donc tout le monde en a entendu parler, c'est une machine ne doit pas faire de mal à un humain, elle doit obéir à ses ordres, et si il n'y a pas de paradoxe avec les deux premiers éléments, elle doit également s'occuper d'assurer sa survie. C'est assez intéressant de noter que c'est connu par tout le monde, et surtout qu'Asimov a passé son temps en fait, à montrer que ces lois ne marchaient pas dans ses bouquins, mais on continue à considérer que c'est la référence à partir de laquelle il faut se baser pour percevoir la robotique. L'élément intéressant, c'est qu'on voit bien que dans ces définitions des lois de la robotique, le robot,
il est pensé comme étant un élément qui va interagir, comme étant une machine qui va interagir en permanence avec un humain. C'est pour ça qu'il faut qu'elle y fasse attention, mais on voit un rapport très fort de proximité entre l'être humain et la machine dans ce cas-là. On continue un peu plus loin, 52, c'est Astro Boy. Là, on est côté Japon. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est sur là, du dessin, on n'est pas obligé de garder des choses qui techniquement sont réalistes. Et là, on voit que c'est un gentil petit garçon qui garde quand même des attributs de robot. Il est capable de voler, ses jambes, comme on peut voir, sont en mesure de le propulser dans l'air. Donc, on se rapproche petit à petit de l'être humain en prenant des distances avec la machine, même si on garde encore certains éléments communs avec elle. Et puis après, alors je fais un grand saut, mais on se retrouve en 79 avec le personnage de Bishop dans Alien. Il y a d'autres exemples avant ça qu'on peut trouver. Vous avez un personnage dans la quatrième dimension, oui, par exemple, de robot également. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est qu'on n'est plus sur un robot au sens une machine. On voit bien que finalement, c'est un humain. Quand il y a des problèmes, on va voir le côté machine à un moment donné, mais sur l'apparence physique, c'est un humain parfait. On croise la même chose avec Terminator. Terminator, c'est un humain parfait en termes de look. De temps en temps, on retrouve le côté machine, l'œil et autres, ou après, quand il s'est battu, une partie du visage arraché. Mais dans les faits, au premier abord, l'enveloppe, elle est parfaite. Et on le retrouve encore aujourd'hui dans d'autres séries. Là, on a Real Humans, qui était sorti en 2015, mais si vous regardez par exemple Westworld, c'est exactement la même problématique. On a des humains et des robots, et les robots ressemblent exactement aux humains. C'est à s'y méprendre. Voilà où on en est aujourd'hui, grosso modo. C'est-à-dire que l'art considère qu'à terme, de toute façon, on aura des machines qui vont nous ressembler complètement, et il cherche à adresser les nouvelles problématiques qui vont être des problématiques sociales, des problématiques relationnelles avec les robots. Mais au niveau artistique, on considère que voilà, il n'y a plus de discussion autour du fait qu'un robot, ça ressemble parfaitement à un humain. Du côté du monde réel, qu'est-ce qui s'est passé au XXe siècle? Au XXe siècle, on arrive sur ça. Donc on est très loin du fantasme de la machine parfaite qui ressemble à un humain. Ça, c'est donc Aibo, le robot qui a été fait par Sony. C'est sorti en 99, donc on est vraiment complètement à la fin du XXe siècle. Et Sony, là-dessus, ils ont eu une approche qui est assez intéressante, qui est de se dire, si on essaye de faire un humain tout de suite, ça va être extrêmement compliqué. Si on fait un chien, le niveau d'attente des gens par rapport à un robot qui ressemble à un chien va être beaucoup plus bas, et technologiquement, on a une mesure d'atteindre ce niveau d'espérance du côté des gens qui vont interagir avec le chien. Pourquoi? Parce qu'on ne s'attendait pas, par exemple, à parler au chien. Et si le chien comprenait, Sony a réussi à mettre une cinquantaine alors c'était à débloquer, mais une cinquantaine de commandes que le chien était en mesure de comprendre, mais c'était sur du mot-clé que ça se déclenchait. Donc, c'est le niveau d'intelligence qu'on prêterait à un chien. Évidemment, on ne va pas lui faire des phrases complexes qu'il ne comprendra pas, mais si on lui donne un ordre simple, avec de la reconnaissance vocale, on était en mesure d'arriver à comprendre quand cet ordre était donné et à faire réagir le chien. L'autre élément, c'est qu'on avait des éléments de réaction émotionnelle du côté du chien pour simuler la compréhension, et que ces éléments étaient aussi faciles à imiter parce qu'on n'était que sur de l'expression de ces éléments à travers le physique du chien. On ne s'attendait pas à ce que le chien nous parle en retour, par exemple. Donc on projetait beaucoup de choses juste sur des mouvements mécaniques. C'est là où on en était en termes de robotique à la fin du XXe siècle. Évidemment, on pouvait penser à tous les robots qui sont rentrés dans les usines au cours du XXe siècle, mais d'une manière générale, si les choses ont marché au début de ma présentation, on ne pense pas à ce type de machine comme étant des robots. Quand on pense robot, on ne pense pas à ça. Et c'est particulièrement intéressant quand on voit aujourd'hui toutes les questions qui se posent autour de est-ce que les robots et l'intelligence artificielle vont voler nos jobs? Ils en ont déjà pris plein pendant le XXe siècle, et personne ne s'est vraiment affolé de ça, parce que c'est des jobs d'ouvriers qui ont été remplacés, et qu'aujourd'hui, ça devient un peu plus un sujet de préoccupation, parce que c'est les cols blancs, potentiellement, qui vont être menacés. Mais à l'époque où les robots ont menacé les ouvriers, ou en tout cas ont pris les jobs dans les entreprises, ce n'était pas particulièrement un gros problème. Mais donc, de fait, on a tendance à ne pas considérer ces machines comme des robots. Ce n'est pas vraiment à eux qu'on pense. On passe ensuite côté 21e siècle et les années 2000, et là, c'est le type de robot qu'on commence à voir. Et on voit qu'on est en droite ligne du fantasme exprimé au départ de faire une machine qui ressemble à un humain. Le premier, il est assez connu, c'est donc le robot Asimo de Honda.
Le second, c'est le robot Atlas de Boston Dynamics. Asimo, c'est vraiment revendiqué chez Honda comme étant pas un robot qui à terme va être un robot vendu à des particuliers pour interagir avec eux. C'est un projet de recherche et développement qui est utilisé d'un côté à des fins de communication. On a vu le robot jouer au foot, on a vu le robot monter un escalier, et qui leur permet, en fait, sur des technologies qu'ils testent, de le recycler ensuite dans d'autres produits. Mais il n'y a absolument pas d'ambition de leur côté d'en faire un produit qui serait vendu et pour lesquels on a un vrai usage au final. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur du robot de performance sur Asimo. C'est exactement la même chose avec Atlas. On est sur un robot de performance. Si vous avez vu la vidéo qui était sortie il y a 2 ans, je pense, avec Atlas, on le voyait prendre des coups de crosse, devoir résister et autres. La vidéo était extrêmement impressionnante, mais là aussi, c'est de la technologie qui est testée et pas forcément l'ambition d'avoir un robot tel qu'on l'imaginait au départ, qui devienne un compagnon ou avec lequel on puisse vivre. Le troisième, c'est donc Pepper. Tout le monde connaît Pepper ici, à peu près? Ouais. Donc en petit disclaimer, j'ai travaillé pendant 5 ans pour SoftBank Robotics, qui est donc le fabricant de Pepper. Je pense que c'était quand même important de le préciser. SoftBank, ce n'est pas le seul robot qu'ils avaient créé. À l'époque où la société s'appelait Aldébaran, ils avaient un premier robot qui s'appelait Nao, qui était donc là vraiment un humanoïde avec des jambes. Et puis la société a été rachetée par SoftBank, la société japonaise, qui a fait créer Pepper pour pouvoir l'utiliser dans leur boutique au Japon. Donc SoftBank, comme son nom ne l'indique pas, ce n'est pas une banque, mais un opérateur de téléphonie mobile. Et donc du coup, ils ont des boutiques comme Orange ou Bouygues SFR. Et ils voulaient les robots pour être à l'intérieur et pour du coup interagir avec leurs clients. Là, on est vraiment, par rapport aux 2 précédents modèles, sur un robot où l'ambition, c'est vraiment de le faire interagir avec des gens, qui soient sur le terrain concrètement. Asimo, c'est un petit élément de précision, mais aujourd'hui, c'est un robot que vous ne pouvez pas voir en démo s'il n'y a pas une dizaine d'ingénieurs autour qui sont en train de s'en occuper. Vous ne pouvez pas vous en rapprocher vraiment beaucoup. C'est vraiment des projets de recherche ambitieux, des robots qui peuvent être potentiellement, entre guillemets, dangereux. Pepper, c'est beaucoup plus petit, c'est un robot qui est vraiment fait pour être un robot d'interaction avec des humains. Néanmoins, donc du coup, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Le premier job qui a été trouvé pour Pepper, le premier usage concret, ça a été de l'utiliser comme une sorte de concierge en magasin, donc pour interagir avec des clients. Ce que je vais dire là, c'est valable pour Pepper, mais on voit qu'il y a un certain nombre de robots sur le marché qui prennent un peu la même orientation. C'est-à-dire, encore une fois, on a un physique qui essaie de ressembler à un être humain, et on essaie de trouver un usage pour ces robots. Donc on est parti du fantasme au moment où on les construit, on veut que ça ressemble à un humain, et ensuite on essaye de regarder qu'est-ce que c'est que ces robots peuvent faire dans le monde réel. C'est une approche qui produit un certain nombre d'effets négatifs, on va dire, notamment le fait que plus vous faites un robot qui va ressembler à un humain, plus le niveau d'attente quant à ses capacités en termes d'interaction va être élevé. Si votre robot parle, s'il s'adresse à vous en parlant, vous allez de fait estimer que le robot est capable de vous comprendre en retour, et s'il ne comprend pas, ça va être décevant. Si le robot est fait avec des bras, vous allez tout de suite estimer que le robot va avoir des capacités de préhension, va pouvoir attraper des objets, et s'il n'est pas capable de le faire, ça va être décevant. Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'ils font les robots? Majoritairement, ils sont capables de se déplacer, de danser, de parler un peu. Et quand on dit parler, je ne sais pas si vous avez assisté à un certain nombre de talks ou si vous êtes familier autour des logiques de chatbot, mais c'est du chatbot déporté sur des machines. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'intelligence aujourd'hui que celle que vous pourriez trouver dans la création d'un chatbot. Le niveau d'attente, moi, que j'ai constaté en tout cas quand on présentait les robots, c'est souvent que les gens nous disaient « Tiens, est-ce qu'il est capable du coup d'aller me chercher une bière ou de nettoyer la vaisselle ?» Ça a l'air tout bête comme demande, mais on voit que par exemple, imaginez qu'un robot peut aller récupérer une bière. Ça suppose un certain nombre de choses, que le robot soit capable de localiser l'endroit où il est, qu'il sache où est-ce que la bière se trouve, qu'il soit en mesure d'ouvrir typiquement le frigo, de trouver la bière au milieu des canettes de coca, par exemple, et de ramener spécifiquement celle-là, incluant la manœuvre d'autres objets s'il faut libérer le passage. Donc, le fantasme aujourd'hui de la robotique, où les robots ressemblent à des humains, il amène à énormément de déception parce qu'on n'est pas en mesure concrètement de délivrer à la hauteur des promesses que l'enveloppe semble donner. Mais il y a également une approche qui tente à considérer que le robot il existe tout seul et que rien ne change dans le monde tel qu'on le connaît. Or, dans les faits, ce qui est en train de se passer,
il y avait le talk précédemment de la SNCF autour de ce qu'ils font avec l'IoT, c'est que le monde est petit à petit en train de se robotiser, que les objets deviennent plus intelligents, deviennent connectés. Et donc, potentiellement, les robots ne doivent pas tout faire eux-mêmes, mais que c'est plutôt des tâches collaboratives. Si je prends un exemple, aujourd'hui, c'est plus simple, par exemple, de se dire qu'un robot va être, à travers une API, en mesure d'appeler un ascenseur, plutôt que d'essayer de designer un robot avec des doigts pour appuyer sur le bouton de l'ascenseur. Ça semble tout bête, mais le monde est plutôt en train de bouger du côté de tout se robotise, plutôt que d'attendre des robots pour travailler sur un monde tel qu'il a été fait pour les humains. Du coup, ce qu'on a comme premier succès aujourd'hui, enfin dans les années 2000, dans une entreprise de robotique qui fait de la robotique grand public, c'est iRobot. iRobot, c'est donc la compagnie qui fait les aspirateurs, les Roomba. Voilà, donc rien typiquement de très impressionnant technologiquement, mais si on pense aux entreprises qu'on a vues précédemment et qui font des robots avec un design humain, ce qui est malin du côté de chez iRobot, c'est de s'être dit, plutôt que de faire un robot qui va être capable de passer l'aspirateur que vous avez déjà chez vous, on va plutôt faire une version robotisée de l'aspirateur. Donc c'est effectivement moins impressionnant en termes d'effet waouh au départ. On préfère très probablement interagir avec un Atlas que voir un Roomba. Mais néanmoins, le Roomba répond à un besoin précis, il accomplit une tâche, on peut discuter à quel point il est capable de le faire parfaitement, mais en tout cas, il adresse un marché déjà existant, ce qui est aussi un élément intéressant. Et on voit que c'est quelque chose qui fonctionne aujourd'hui en termes de résultats. Il y a une entreprise qui atteint quasi le milliard de chiffre d'affaires en vendant des petites galettes qui nettoient par terre. Donc, cette approche était vraiment réellement maligne, de dire « Tiens, il y a quelque chose qui existe sur le marché de l'aspirateur, envisageons-le d'un point de vue robotisé, plutôt que de créer un robot qui peut passer l'aspirateur. » Donc c'est une compréhension du besoin, mais une approche qui est différente. Et on peut noter en plus que le fait que ça ne ressemble pas à un humain, c'est absolument pas un handicap quant à la capacité des gens à projeter une personnalité sur l'objet. Là, il a été personnalisé physiquement, mais je connais un certain nombre de personnes, par exemple, qui ont des Roomba et qui les renomment. Ils leur donnent un petit nom. Je connais un Roomba qui s'appelle Roomberto Eco. On lui a donné un nom d'humain, un nom d'auteur. C'est à ça qu'on fait référence. On ne lui a pas donné un bête nom de machine. Donc c'est intéressant de voir comment, même si le design ne s'y prête pas, on a en tant qu'humain facilement tendance à projeter de l'humain dans ce qu'on voit. Si on est capable de le faire avec des nuages, on est capable de le faire avec des galettes qui nettoient par terre. La deuxième entreprise dont j'avais envie de parler, qui fait aussi de la robotique, et à laquelle on ne pense pas souvent, c'est une société française qui s'appelle Naïo Technologies, qui est basée à Toulouse et qui est spécialisée dans les robots pour usage agricole. Là aussi, leur approche, ce n'est pas nécessairement de dire « Tiens, faisons un robot qui va être en mesure d'utiliser une faux ou des outils du monde agricole », mais créer un robot qui spécifiquement va répondre à un besoin. Ils ont un robot pour le désherbage, ce n'est pas le même qu'ils vont utiliser pour l'entretien des vignes, par exemple. Donc, chaque robot est designé pour un usage précis, mais on part d'un besoin marché existant. Là, en l'occurrence, ce qu'ils essaient d'éliminer, c'est toutes les tâches qui sont extrêmement pénibles physiquement pour des humains et sans nécessairement beaucoup de valeur ajoutée, et ils avancent sur ça. Donc, il n'y a pas le fantasme du robot, encore une fois, qui ressemble à un humain. Néanmoins, c'est un robot qui est utile et qui remplit une réelle fonction aujourd'hui. Un autre exemple, c'est une autre société française encore qui s'appelle Stanley Robotics. Stanley Robotics a été fondé en 2013 et l'idée était relativement simple, c'était de se dire on voit que finalement les technologies autour de la voiture autonome sont matures aujourd'hui. La voiture autonome, ça reste un robot, hein. Ça prend des décisions de manière autonome, ça ne ressemble pas à un humain, mais c'est un robot. Les technologies sont matures. L'obstacle, il ne se situe pas tellement du côté technologique finalement aujourd'hui, il se situe du côté légal. C'est-à-dire que c'est difficile de faire rouler, il n'y a pas de contexte légal pour faire rouler des voitures autonomes sur des vraies routes. Donc il y avait une certaine frustration de se dire on a une techno qui est mature, mais qu'on a du mal à déployer. Et leur approche, c'était de se dire on va faire un robot qui va être un robot pour garer les voitures dans les parkings de longue durée. Donc leur robot est en utilisation dans un aéroport. Ce qui est assez intéressant de leur côté, c'est que le robot n'interagit à aucun moment avec un humain. Vous amenez votre voiture à l'aéroport, il y a une espèce de grande box dans laquelle vous garez votre voiture, vous sortez de votre voiture, vous sortez du box, le box se referme de votre côté, il s'ouvre de l'autre, et là le robot rentre, va récupérer votre véhicule,
va le mettre sur le parking à un endroit précis et le ressort en fait quand vous rentrez. Aujourd'hui, ils sont en train d'affiner le système, mais grosso modo, à partir du moment où votre avion va atterrir, il va être en mesure de vous préparer votre véhicule pour que vous puissiez le récupérer, prêt à partir, à sortir du box au dernier moment. Et du coup, un robot, encore une fois, qui ne ressemble pas nécessairement dans son premier design à un robot, à un humain ou à quelque chose qu'on peut projeter, néanmoins qui a une vraie utilité, puisqu'aujourd'hui les aéroports qui l'utilisent expriment clairement le fait qu'ils gagnent un temps fou à utiliser ça plutôt qu'à avoir du personnel pour s'occuper de garer les voitures. Ils ont fini par ajouter les 2 lumières bleues qu'on peut voir à l'avant. Et la raison pour laquelle ils ont fait ça, la conversation que j'ai eue avec eux, les éléments explicatifs, c'était de dire la box dans laquelle vous garez votre voiture, il y a des petites fenêtres. Et donc du coup, vous pouvez rester et regarder le robot qui vient récupérer votre véhicule. Et ils se sont rendus compte notamment que les gamins adoraient le fait qu'il y ait ces 2 yeux parce qu'ils projetaient davantage un visage et un espèce de petit être qui venait prendre soin de la voiture lorsqu'il l'a déposé. Donc voilà, encore une fois, pas un design qui ressemble à de l'humanoïde, et pour autant un robot sur lequel il y a un marché et qui délivre réellement en termes de solutions. Une autre compagnie intéressante à garder en tête, c'est Savioc. Donc Savioc, c'est une société qui est basée dans la Silicon Valley. Le CEO, on ne le voit pas trop, mais c'est lui au milieu de l'image, il s'appelle Steve Cousins. Il est plutôt connu dans le monde de la robotique parce qu'il est à l'origine d'une première société qui s'appelait Double Robotics, qui a créé ROS, donc c'est Robot Operating System, pour ceux qui ne sont pas familiers de ça. C'est un système open source, un OS de gestion des robots. Donc c'est la première chose qu'avait fait la société. Et la deuxième, ils avaient créé un robot de téléprésence. Donc là aussi, technologiquement, c'était relativement bête. C'est une base mobile qui était pilotable à distance, avec un tube et un écran en haut à travers lequel on était présenté quand on en prenait le contrôle et où on pouvait interagir avec les gens. Donc là aussi, on était loin du fantasme de l'humanoïde, mais sur la réponse à un besoin très concret. Il a revendu cette société et il a fondé Savioc. Le robot qui est présenté là, c'est donc le robot relais. Si vous regardez la télé en ce moment et que vous voyez les publicités, il y a un robot qui ressemble un peu dans le concept à ce que fait Relais. Dans la publicité pour Samsung en ce moment, il y a une publicité pour les téléphones où on voit des petits robots comme ça dans lesquels on peut mettre un objet et qu'ils livrent à une autre personne. Donc c'est tout le concept de Relais. C'est une boîte autonome dans laquelle on va pouvoir mettre un objet et le robot va le délivrer à un autre endroit. Aujourd'hui, ils l'ont beaucoup vendu, notamment dans le secteur de l'hôtellerie. Vous êtes dans votre chambre, vous avez envie de boire un coca, vous passez un coup de téléphone au lobby, le lobby va juste mettre votre bouteille de coca dans le robot va se déplacer, prendre l'ascenseur et monter jusqu'à votre chambre pour vous livrer ce que vous avez commandé. Donc c'est tout bête comme idée. En termes de design, ça reste quand même sur quelque chose où on se dit tiens, c'est plus du design industriel qu'un design d'humanoïde, mais néanmoins, ça remplit encore une fois une fonction spécifique et ça marche plutôt bien. Je reviens 2 secondes. Alors là, ils n'ont pas trop poussé là-dessus, mais tout à l'heure, je disais donc sur le Roomba, assez facilement, on projette une personnalité sur les objets avec lesquels on interagit. Dans la pub pour Samsung, il y a 2 éléments qui laissent à penser, quand on la regarde, que le robot qu'ils utilisent, il dispose d'une personnalité. Il y a notamment une petite lampe qui, à un moment donné, se redresse pour regarder la personne qui récupère le téléphone et qui va le tester. Et il n'y a pas de nécessité à faire ça, il n'y a pas de nécessité à ce que la lampe elle se relève, mais ce simple fait, on projette le fait qu'il est en train de regarder et qu'il y a de l'attention de sa part. Le deuxième élément, c'est quand le robot est en train de livrer le téléphone, il y a un premier robot qui a déjà livré le téléphone, et le téléphone est en train d'être analysé par le gars qui s'occupe du contrôle qualité. Et donc le deuxième robot qui livre, au lieu d'aller en ligne droite pour livrer son produit, il se décale un petit peu et il reste caché derrière une sorte de pilier à regarder le résultat de ce qui se passe. Et ce simple fait de changer de trajectoire et de marquer un petit stop, on projette tout de suite le fait que, tiens, le robot se demande ce qui est en train de se passer, c'est important pour lui de réussir à passer le contrôle qualité. Donc ça tient à peu de choses finalement, on n'a pas besoin de faire les choses comme des humains pour qu'on projette des personnalités sur les objets avec lesquels on interagit. Donc Savioc, et le dernier exemple dont je vais parler, c'est donc la société pour laquelle moi je travaille aujourd'hui, qui s'appelle Is Robotics. On retrouve quelque part un peu un design comme sur des robots qu'on a pu voir précédemment, que ce soit Pepper ou les autres robots qui servaient à de l'accueil. Ici, donc, le robot qui a été créé par Is s'appelle Easy. Et l'idée, c'est pas tellement à la base de faire un robot que de faire une borne robotisée. Aujourd'hui, on connaît l'usage d'une borne, vous en croisez tous les jours.
dans différents endroits publics où vous pouvez aller. On a amené de plus en plus à interagir avec des écrans. L'ambition derrière ce robot, derrière cette machine, c'était de dire on a un écran, on y intègre une technologie robotique qui va être la navigation. Là, la navigation est autonome. Et on joue sur l'aspect psychologique en intégrant ce deuxième écran qui sert de tête et où on a mis les deux yeux et où on peut faire passer un certain nombre d'émotions. Alors des émotions très simples, certains, des petits cœurs, des petites larmes, accompagnées d'un petit son, mais on n'a pas d'interaction verbale. Le robot, vous pouvez lui parler, mais il ne répondra jamais et il ne vous parlera pas. Donc du coup, on ne génère pas ce niveau d'attente. On n'a pas de bras non plus, donc le robot, il ne va rien porter. On est vraiment sur la tête sert à attirer l'attention, à ramener les gens vers la machine, parce qu'elle peut se déplacer aussi, et ensuite l'interaction se fait sur l'écran comme une borne classique. Donc l'ambition, c'était vraiment de se dire, partons d'un marché existant, la borne, et robotisons-la, un peu comme iRobot l'a fait avec le Roomba pour le marché de l'aspirateur. Mais c'est vraiment de partir d'un besoin marché et de créer une machine qui tire parti de technologies robotiques dans une certaine mesure. On a effectivement moins un effet waouh sur le principe. Si je vous propose d'interagir avec Easy ou avec Asimo, a priori, vous aurez tendance à me dire que vous préférez interagir avec Asimo, et c'est compréhensible. Néanmoins, face aux limitations technologiques qu'on peut rencontrer, par exemple la reconnaissance vocale qui n'est pas toujours pertinente dans des environnements où il y a beaucoup de bruit, ce type de choses, aujourd'hui, on sait qu'on a un robot où on a moins d'effet waouh, mais où, à la sortie, on a des expériences qui sont satisfaisantes pour les utilisateurs parce qu'il n'y a pas de surpromesse. Donc voilà, c'était les éléments que je voulais présenter avec vous aujourd'hui. Dire la robotique, c'est important d'avoir de la recherche fondamentale et de travailler autour de cette idée de tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec des humanoïdes. Néanmoins, ce n'est pas uniquement l'humanoïde, la robotique, et il y a un certain nombre de sociétés qui arrivent aujourd'hui à fournir des solutions à des marchés avec des produits qui sont des produits existants robotisés. Voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre à partir de maintenant.